22 janvier 2017, cette proposition intitulée de la discontinuité, ou plutôt de la nécessité de la discontinuité. Ça aurait pu être aussi, s'intituler aussi de la rupture comme élément dynamisant dynamisant à l'intérieur d'une situation qui tendrait à devenir un peu fixe, un peu immobile. La discontinuité. Évidemment, il y a toutes sortes de discontinuités mineures, il y en a de majeures, il y en a de vraiment difficiles à dépasser pour un certain nombre de gens. Il y a discontinuité d'ordre personnel, il y en a d'autres d'ordre plus global. Il y a des discontinuités historiques qui sont rétrospectivement assez contestables, il peut y avoir un jugement porté sur certains événements qui deviendraient beaucoup moins positifs. Et donc, fondamentalement, la discontinuité. En quoi j'ai discuté avec un de mes proches, et donc, quelque part, c'est terminé sur cette nécessité, la discontinuité. Les éléments, presque, en fait, relever cette discontinuité au rang d'un exercice volontaire, conscient. Et souvent, les discontinuités sont des choses qui nous arrivent de façon et qu'on est obligé de supporter. On ne les crée pas, on n'en est pas responsable, directement en tout cas, mais il faut aussi savoir retourner la donne et plutôt déclencher la discontinuité, créer les conditions nécessaires à l'émergence d'une discontinuité, parce qu'elle permet, contrairement à ce qui peut paraître comme ça, au premier abord évident, elle peut permettre de corriger le tir et fondamentalement d'apporter une rectification. Il y a besoin de créer des conditions du surgissement de l'inattendu pour pouvoir rester en capacité de répondre à des événements qui surviennent sans avertissement, ou alors à des détériorations, à des défaisances, quelque part à cette comment dire, quand les choses se défont, quand les choses prennent un tour qui n'était pas pensé au départ, qui n'était pas imaginé, et donc être comme si c'est un exercice de vigilance, c'est un exercice de préparation. On se prépare à une catastrophe, non qu'on souhaite que la catastrophe se produise pour pouvoir justifier de l'effort fourni pendant la préparation, mais pour être en capacité de répondre à la catastrophe, de pouvoir atténuer ses effets, de pouvoir peut-être même réduire son amplitude. Et finalement, le cours personnel d'une vie a tendance plutôt à créer les conditions d'une certaine platitude, d'un certain confort, d'une certaine quotidienneté, d'une certaine routine. Voilà, des routines qui paraissent nécessaires, voire même indispensables pour créer cette sécurité derrière laquelle on court toujours. On court derrière une sécurité ou un semblant de sécurité qui, lui, est fondamentalement, il nous est néfaste en fin de compte. Nous sommes des discontinuités à la base et à la fin, parce que nous surgissons d'un monde qui est nommé, nous surgissons quelque part, non pas du néant, à stricto sensu, mais nous surgissons d'un hasard
d'un concours de circonstances et nous finissons dans une discontinuité inébranlable. Cette discontinuité-là est l'événement, deuxième événement majeur de notre existence. Nous n'allons pas expérimenter la mort pour pouvoir goûter à la discontinuité. Nous allons juste vivre des scènes de rupture, des scènes de déstabilisation, des scènes des sécurisations finalement, pour pouvoir tester nos capacités, rester en opérationnel. Ça, côté opérationnel. Nous, moi et vous tous, nous créons quelque part, où qu'on soit, même dans le dénuement, nous créons des conditions d'installation d'un rapport de familiarité, de proximité aux choses. Nous avons besoin d'un petit quelque chose à nous qui nous rappelle que nous sommes chez nous, que nous sommes sur notre territoire. Et fondamentalement, ce qui est un peu aberrant dans l'affaire, c'est que les gens qui ont quitté leur territoire d'origine ne continuent pas sur cette trajectoire de rupture, cette trajectoire de discontinuité. Ils devraient toujours être en capacité presque de passer d'un lieu à un autre. C'est des gens qui devraient être nomades et non pas des stationnaires. La station est quelque part une impasse, une non-solution. Ça ne peut pas conduire à... Nous devons mais encore une fois, et je manque de mots puisqu'il n'est pas toujours évident, la discussion qui a abouti sur la nécessité de la discontinuité a été un échange, alors que là je suis seul et je ne trouve pas tout à fait les termes nécessaires, la dynamique nécessaire pour vraiment travailler cette proposition pendant les 15 minutes que m'offre la caméra. Et donc je vais essayer de trouver un angle d'attaque, alors que là je bloque. Et donc la discontinuité, c'est presque aller à la rencontre de l'arbitraire. Je me pose dans un environnement qui n'est pas le mien et je m'expose au risque d'être éconduit finalement, d'être éconduit. Et là où en fait l'intérêt de la chose, c'est dans le fait d'être éconduit. C'est dans ce processus qui lui va déclencher à un moment donné. C'est comme si on expérimentait un goût auquel on n'était pas accoutumé. Comme si on avait un sens aussi qui n'était pas utilisé. À un moment donné, nous sommes habitués, familiers d'un certain type de goût et ça nous quelque part, nous savons à quoi nous attendre. Et là, quand arrive un goût je ne sais pas, qui nous vient d'un pays exotique, nous sommes quelquefois, nous ne sommes pas tout à fait réceptifs. Et là, quand nous nous mettons quand nous nous exposons, quand nous nous mettons en exposition, quelque part en danger, nous exposons peut-être que certains aliments ou certains goûts, nous ne les acceptons pas parce que peut-être à certains moments ils sont porteurs d'un risque pour notre santé. N'empêche qu'il y a des fois, il y a aussi le risque d'être touché dans son intégrité physique, mais là c'est un risque qui n'est pas qui n'est pas le risque premier. Ça peut exister que des situations nous conduisent à subir ou à exercer de la violence. Là, nous sommes dans des situations, il s'agit juste intellectuellement
presque au niveau infra-langage, presque aussi au niveau de notre capacité à habiter l'espace. Nous sommes aussi, nous devons aussi nous exercer à exister dans des environnements qui ne sont pas les nôtres. Être quelque part là où on n'est pas attendu, là où on n'est pas coutumier, là où on n'est pas, là où on n'a pas l'habitude de se produire. Là, je suis en contact, je suis en proximité avec des gens qui ne sont pas du même bord que moi. Et là, je reçois des échos, je reçois des stimulations, je reçois de toutes sortes de sollicitations, des idées qui me traversent l'esprit, des peurs qui remontent, des appréhensions, des sensations que j'avais enfouies, des sensations nouvelles. Je suis dans un contexte bourgeois, je vois une certaine façon d'être dans l'espace. Cela ne m'est pas coutumier, mais pourtant cela existe. Je suis dans l'existence, je ne suis pas dans quelque chose de fantasmé. Je reste au niveau de ce qui est apparent, ce qui est matériellement existant. Et donc, et j'écoute, et je réceptionne, et je reçois, et j'intègre des choses. Certainement, quelquefois difficilement, mais j'intègre, j'ajoute, j'agglomère, je retouche, j'apporte un éclairage nouveau. Voilà un peu, c'est la mise. Donc c'est une sorte d'entraînement qui est difficile, exigeant. Une sorte de mise en difficulté volontaire pour pouvoir, quelles vont être nos réactions si nous avons des aptitudes à être des survivants, à être des hommes d'un type de ceux qui sont en fait qui arrivent à s'intégrer, arrivent à créer des passerelles entre eux et les autres qui ne les connaissent pas, des gens qui arrivent à se représenter au-delà de leur milieu d'origine, qui arrivent à faire en sorte qu'ils aient la légitimité d'être partout, dans tous les milieux, dans tous les contextes. Voilà un peu difficilement, laborieusement, cela n'est pas évident. Il y a des gens qui créent, il y a des situations involontairement créatrices de discontinuité. Il y a des gens, on peut dire que la discontinuité peut avoir aussi un aspect naître d'une vexation, d'une frustration. Ainsi, un désir de revanche, un désir de ramener un peu de la considération, de l'autoconsidération, évidemment. Et cela peut créer, c'est cela qui crée une dynamique, un besoin d'aller voir quand on a raté quelque chose. Et si on rate volontairement, alors le bénéfice en est doublé. Si on rate volontairement un échange, une situation, un moment, on est d'autant plus en désir de réparation. C'est le désir de réparation qui fait aussi qu'on demande à soi-même des efforts inaccoutumés, des efforts multipliés, surmultipliés, des efforts qui font que l'être de nouveau se mobilise presque dans son intégralité. Il y a la remobilisation des capacités qui restent un peu en sommeil, voire en déshérence. Là, le danger, il y a des capacités. Alors, luttons ensemble contre un certain sentiment de bien-être, là où nous sommes
constamment en besoin, comment dire, nous devons être presque comme si c'était une exigence éthique, une exigence de responsabilité, une exigence presque de progrès. Il y a aussi l'idée de ces préjugés, de ces idées, ces principes, etc., qu'on nourrit et qu'on reproduit à longueur de temps, et que là aussi on devrait appliquer la discontinuité par rapport à ce qui constitue notre fond commun de croyances et d'affiliation et de principes. Aucun principe n'est en tant que tel digne d'être valorisé par rapport à un autre. Là, quelque part, c'est un principe est aussi déterminé par des conditions très concrètes. Il n'est pas du néant, il n'est pas indépendant, il n'est pas absolu en tant que tel, il est une réponse à une situation, à un contexte. Et donc on pourrait essayer de se représenter comme si on était issu d'un autre contexte et comme si on avait d'autres principes. Ainsi, la circulation des principes, le fait de nomadiser entre les principes pour introduire de la variation. Là encore un autre terme pour parler de discontinuité, la variation. Introduire de la modification, du changement. Et sans changement, il y a comme qui dirait un terme que j'ai oublié, non pas l'entropie, oui, voilà, comme si on était en lutte contre l'entropie. Là, je récupère un terme qui m'est cher, contre cette loi qui veut que les choses vont quelque part en perdant de la substance. Il y a de la perte. Au bout du cycle, finalement, il y a de la perte de matière, de substance. Et donc, quelque part, pour lutter contre ce phénomène de l'entropie, pour essayer de contrecarrer, lui faire face, faire barrière, faire barrage, on doit pratiquer la discontinuité comme un art ultime d'avoir rapport au monde, d'avoir rapport aux êtres qui habitent le monde. La discontinuité est un exercice salutaire, en ce sens qui permet d'interroger en permanence les fondamentaux de notre pensée et de nos croyances. Notre foi n'est en fin de compte, en quoi que ce soit, foi puisse être sa nature et c'est son objet. Notre foi n'est qu'une réponse donnée à un ensemble de conditions de vie et transmission et de pensée, de vie et de rapport au monde, et tout doit en fait finalement être considéré avec un relativisme des plus forts. Le relativisme vis-à-vis de tout pour essayer de ne pas hâter des positions figées, terminées ici. C'est le lieu de la vérité ultime. Il n'y a pas de vérité ultime. Il ne pourrait pas y en avoir parce que ce n'est pas le but quelque part ultime de la conscience. Il n'y a de vérité que transitoire et que en mouvement et en discontinuité. Oh putain. Ça a été dur de lâcher ce quelques mots et ce n'est pas une extra comme exercice, mais cet exercice difficile, évidemment, certains exercices ne se prêtent pas à être adoptés par d'autres, ne sont pas faciles parce que l'opposition vient dans un contexte. Si vous êtes dans un autre contexte, vous ne pouvez pas habiter l'opposition. Vous avez un mot qui est en fait qui est nu, qui n'a pas de contexte, voilà, donc il ne peut pas être traité, il faut qu'il ait un contexte, il faut qu'il ait un environnement. Voilà, donc l'environnement, essayez de retenir quelque chose